Léo Dubois avait 34 ans lorsqu'il regarda sa femme, Manon, rester figée dans un silence assourdissant tandis que sa famille humiliait l'homme qu'il avait élevé. Cet homme qu'il rejetait comme un pauvre vieux fou dans son cardigan élimé avait plus d'argent sur son compte courant qu'ils n'en gagneraient tous réunis en 3 vies entières. Mais Léo ne pouvait pas leur dire. Son père lui avait fait promettre des années auparavant, et Léo avait tenu cette promesse, même en voyant son mariage s'effondrer autour de ce secret. Tout a commencé un samedi soir de fin novembre 2024, lors de la réunion annuelle de la famille Leroy dans l'imposante demeure de campagne normande de ses beaux-parents. Léo travaillait comme analyste système dans une start-up technologique, gagnant un salaire respectable de 58 000 € par an. Sa femme, Manon, venait d'une famille riche, de la vieille bourgeoisie, celle qui s'accompagnait d'attentes, de jugements et d'une conviction inébranlable que la richesse équivalait à la valeur. Son père possédait une chaîne de concessions automobiles de luxe dans plusieurs régions. Son frère, Lucas, dirigeait une société de promotion immobilière florissante. Sa mère, Valérie, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais possédait un doctorat dans l'art de rabaisser les autres. Le père de Léo, Jean Dubois, l'avait élevé seul après le décès de sa mère quand Léo avait 7 ans. Jean avait travaillé comme concierge dans une école privée pendant 30 ans, vivant dans un modeste appartement de 3 pièces dans un quartier modeste de Paris, conduisant la même vieille Renault 4 jusqu'à ce qu'elle rende l'âme l'année dernière. Il portait des vêtements de grande surface, découpait des coupons de réduction et n'avait jamais manqué un seul événement scolaire de Léo. Il avait économisé chaque centime pour payer les études supérieures de Léo, refusant que son fils s'endette. Ce que la famille Leroy ne savait pas, ce que presque personne ne savait, c'est que Jean Dubois valait environ 785 millions d'euros. L'argent provenait d'un investissement précoce dans une start-up technologique en 1997. Jean avait travaillé de nuit, nettoyant des bureaux dans un pôle technologique en France pendant une brève période où il avait déménagé dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités. Un jeune entrepreneur nommé Antoine Mercier travaillait tard un soir, et Jean avait engagé la conversation. Antoine lui avait expliqué son idée, quelque chose sur l'amélioration des algorithmes de recherche sur Internet. Jean avait écouté, posé des questions pertinentes, et quand Antoine avait mentionné qu'il cherchait des investisseurs, Jean avait fait quelque chose de totalement contraire à sa nature. Il avait investi 15 000 €, presque tout ce qu'il avait économisé à l'époque. La société d'Antoine Mercier avait finalement été rachetée par un géant du web. Les actions de Jean s'étaient multipliées au-delà de l'imaginable, mais Jean Dubois n'avait jamais changé de style de vie. Il était retourné à Paris, avait continué son travail de concierge jusqu'à la retraite et avait vécu simplement. L'argent reposait sur des comptes gérés avec soin, fructifiant en silence. L'argent change les gens, avait-il dit à Léo lorsqu'il lui avait finalement révélé la vérité pour son 25e anniversaire. Et rarement pour le meilleur. J'ai vu ça arriver. Les gens qui gagnent au loto, ceux qui héritent, ils se perdent. Ils perdent leurs amis. Ils oublient ce qui compte. Promets-moi, mon fils. Promets-moi que tu ne le diras jamais à personne. Pas avant que je sois parti. Laisse les gens me connaître pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Léo avait promis. Même lorsqu'il avait épousé Manon il y a 3 ans, il avait gardé le secret. Il n'avait pas semblé nécessaire de le partager. La famille de Manon méprisait déjà Jean, faisant des commentaires sur sa situation modeste et se demandant à voix haute pourquoi Léo n'aidait pas son père à mieux vivre. Léo avait serré les dents pendant d'innombrables dîners gênants, regardant son père supporter leur condescendance avec une dignité silencieuse. Mais ce soir-là était différent. Ce soir-là, Valérie Leroy avait franchi une ligne. La soirée avait commencé de manière assez typique. La maison des Leroy était décorée à l'extrême, par des professionnels bien sûr, avec un thème automnal qui avait probablement coûté plus que le loyer mensuel de Léo. Environ 30 membres de la famille et amis proches s'étaient réunis. La plupart d'entre eux portaient des tenues casuales chic de marque qui criaient la richesse sans le dire explicitement. Léo était arrivé avec Manon et son père, qui portait sa tenue habituelle, un pantalon en toile propre, une simple chemise et ce fameux cardigan gris aux poches distendues. « Oh, Jean !» avait dit Valérie à leur arrivée, son ton dégoulinant d'une fausse douceur. « Je suis si contente que vous ayez pu venir. Nous avons beaucoup de nourriture, alors ne soyez pas timide, servez-vous copieusement. Je sais que les temps sont durs. » Jean avait simplement souri. « Merci, Valérie. Vous avez une très belle maison. » Léo avait senti Manon se crisper à côté de lui, mais elle n'avait rien dit. C'était le premier signe avant-coureur. Le second est venu 1 heure plus tard,
lorsque Lucas Leroy a acculé Léo près du bar. Lucas avait 36 ans, avec le genre de confiance agressive qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. Il venait de conclure une affaire sur un complexe d'appartements de luxe et ne se gênait pas pour le faire savoir à tout le monde. Alors, Léo, dit Lucas en faisant tourner son bon verre de vin rouge. Toujours à trimer à ce poste de support technique? Analyste système, corrigea Léo doucement. Ah oui, c'est ça, ricana Lucas. Manon m'a dit que vous cherchiez une maison. Tu devrais jeter un œil à nos projets plus abordables. Je veux dire, avec ton salaire. Il laissa sa phrase en suspens, de manière significative. En fait, tu sais quoi? Vise plutôt quelque chose plus loin en banlieue. Meilleur rapport qualité-prix. Léo avait appris à laisser glisser ses commentaires. Lucas lui servait des variations de ce discours depuis 3 ans. Ce qui le dérangeait le plus, c'était la façon dont Manon se tenait à côté de lui, faisant défiler son téléphone, sans le défendre, sans rien dire. On s'en sort très bien, dit Léo d'un ton égal. Bien sûr, bien sûr. Lucas jeta un coup d'œil de l'autre côté de la pièce où Jean était assis dans un fauteuil d'angle, lisant tranquillement un livre qu'il avait apporté. Ce serait peut-être plus facile si tu n'avais pas à te soucier de soutenir ton vieux père aussi. Je veux dire, à son âge, vivre encore dans ce quartier. Mon père n'a pas besoin de mon soutien, dit Léo, la voix tendue. Allons, mec. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Beaucoup de gens ont des parents qui ont eu du mal à joindre les deux bouts. C'est admirable que tu l'aides, mais tu dois aussi penser à ton avenir. Manon mérite un certain style de vie. Léo s'excusa et s'éloigna avant de dire quelque chose qu'il regretterait. Il trouva son père, toujours en train de lire paisiblement, complètement imperturbable par le bruit et le chaos environnant. À 71 ans, Jean se déplaçait un peu plus lentement qu'avant, mais son esprit était plus vif que jamais. Il leva les yeux et sourit quand Léo s'approcha. « Ça va, mon fils ?» demanda Jean à voix basse. « C'est à moi de te demander ça, » dit Léo en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Il te traite bien ?» Jean gloussa. « Valérie m'a déjà proposé 3 fois de prendre des restes à la maison. Elle est assez insistante. » Léo sentit sa mâchoire se contracter. « Papa, je pourrais leur dire. Je pourrais mettre fin à tout ça maintenant. » « Non, » dit fermement Jean. « Nous avions un accord. Et d'ailleurs, leur comportement me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur leur caractère. Pourquoi voudrais-je leur respect s'il ne vient que de mon compte en banque? » Léo ne pouvait pas contester cette logique, mais cela ne rendait pas la situation plus facile à supporter. La véritable explosion eut lieu pendant le dîner. Valérie avait organisé un repas traiteur servi dans de la vaisselle de luxe qui coûtait probablement plus cher par assiette que le loyer mensuel de Jean. La longue table pouvait accueillir 20 personnes et, par une manœuvre habile, Valérie avait placé Jean tout au bout, physiquement séparé des conversations principales. Léo le remarqua immédiatement et tenta de changer de place, mais Manon lui attrapa le bras. « Laisse tomber, murmura-t-elle. Ne fais pas de scène. » C'est à ce moment-là que Léo sentit quelque chose changer en lui. Ne pas faire de scène. Comme si prendre la défense de son père était le problème, et non la cruauté désinvolte qui était affichée. Au milieu du dîner, l'amie de Valérie, Sandrine Morel, avait posé des questions sur les projets de vacances de chacun. La conversation fit le tour de la table, séjour au ski à Courchevel, une croisière en Méditerranée, la location d'un mas en Provence. Quand ce fut le tour de Jean, qui ne prêtait pas attention, Valérie prit la parole. « Oh, Jean n'a probablement pas de projet. N'est-ce pas, Jean ?» Sa voix porta jusqu'au bout de la table. « Je suppose que vous passerez des vacances tranquilles à la maison. » Jean leva les yeux, son expression neutre. « En fait, je pense rendre visite à de vieux amis en Californie. »« Comme c'est gentil, » dit Valérie. « Les voyages en car peuvent être très abordables à cette période de l'année. » Plusieurs personnes rirent. Léo sentit ses mains se crisper en poing sous la table. « Je prendrai probablement l'avion, » dit calmement Jean en retournant à son repas. « Eh bien, espérons que ce ne soit pas trop cher. Je sais que Léo travaille dur pour vous aider. » Valérie se tourna vers Léo, son sourire acéré. « C'est très généreux de ta part, mon chéri. Tous les enfants ne sont pas aussi dévoués à un parent qui, eh bien, n'a pas vraiment constitué un pécule pour sa retraite. » L'insinuation était claire.
J'en avais pas réussi à subvenir à ses propres besoins et était maintenant un fardeau pour Léo. Léo ouvrit la bouche pour répondre, mais Manon le devança. En fait, dit Manon, et le cœur de Léo s'emballa un instant, pensant qu'elle allait enfin défendre Jean. Léo est incroyablement généreux avec son argent. Parfois trop généreux. Nous avons parlé de l'importance d'épargner pour notre propre avenir. La table se tut un instant. Puis, Valérie rayonna. Exactement. Manon comprend. Tu es une fille intelligente. Elle regarda à nouveau Jean. Sans vouloir vous offenser, Jean, mais les jeunes couples doivent penser à leur propre vie. Les enfants coûtent cher. Les maisons coûtent cher. Il est peut-être temps d'être un peu moins dépendant. Jean posa délicatement sa fourchette. Quand il parla, sa voix était calme mais ferme. Je n'ai jamais demandé un seul euro à Léo. Ni pour le loyer, ni pour la nourriture, ni pour quoi que ce soit. Je me suis subvenu à mes besoins toute ma vie. Bien sûr, dit Valérie d'un ton dédaigneux. Mais Léo aide sûrement pour des petites choses ici et là. C'est tout à fait naturel. Cependant, elle marqua une pause dramatique, je m'inquiète pour l'avenir de Manon. Léo est un jeune homme charmant, mais il n'est pas vraiment en position de fournir le style de vie avec lequel Manon a grandi. Ajoutez à cela le soutien d'un parent, et eh bien. Elle haussa délicatement les épaules. C'est alors que Lucas intervint, bien évidemment. Il n'y a pas de honte à ça, Léo, dit Lucas à voix haute. Mais maman a raison. Si tu veux sérieusement construire un patrimoine, tu dois faire des choix difficiles. Tu ne peux pas soutenir tout le monde éternellement. Parfois, il faut se concentrer d'abord sur sa propre famille. Il leva son verre aux décisions financières intelligentes. Plusieurs personnes trinquèrent. Manon ne les arrêta pas. Elle resta assise, fixant son assiette, silencieuse. Léo sentit quelque chose se briser en lui. Pas soudainement, mais comme une corde qui s'effilochait depuis des mois et qui venait de céder. Il regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Quand était-elle devenue cette personne? Quand avait-elle commencé à valoriser l'opinion de sa famille au détriment de la décence humaine la plus élémentaire? Il repoussa sa chaise et se leva. La table se tut. Nous partons, dit Léo doucement. Léo. Commença Manon. Papa, on s'en va. Léo regarda son père, qui commençait déjà à se lever, son expression indéchiffrable. Assieds-toi, siffla Manon. Tu me fais honte. Je te fais honte? Léo la dévisagea. Ta mère vient d'insulter mon père en face. Et tu n'as rien dit. Ton frère a insinué qu'il était un fardeau financier. Et tu n'as rien dit. Tu étais d'accord avec eux. Ce n'est pas vrai. Le visage de Manon vira au rouge. J'essayais juste d'être réaliste. Nous devons économiser de l'argent. Nous ne pouvons pas. Ne pouvons pas quoi? Ne pas aider mon père qui n'a jamais demandé d'aide? Ne pas montrer un respect élémentaire à l'homme qui m'a élevé? La voix de Léo montait maintenant, et il s'en fichait. Tu es restée assise là et tu les as laissés se moquer de lui. Valérie se leva, le visage pincé. Écoutez-moi bien, jeune homme. Il n'y a pas besoin de faire de drame. Nous avions simplement une conversation familiale honnête sur les finances. Si vous ne supportez pas l'honnêteté, Léo rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Vous voulez de l'honnêteté? Très bien. Mon père a plus d'argent que tout le monde dans cette pièce réunie. Beaucoup plus. Il pourrait acheter vos concessions en espèces et ne même pas remarquer la dépense. Il pourrait racheter toute l'entreprise de Lucas avant le dessert et avoir encore assez pour mettre tout le monde à cette table à la retraite à vie. Le silence était absolu. Jean toucha le bras de Léo. Mon fils, dit-il doucement. Allons-nous-en, c'est tout. Mais Léo ne pouvait pas s'arrêter. 3 ans de condescendance, aller regarder traiter son père comme un cas social. De l'embarras croissant de Manon face au style de vie simple de Jean, tout est sorti d'un coup. Il a investi dans une start-up en 1997, continua Léo. Elle a été rachetée par un géant du web. Il vaut plus de 700 millions d'euros. Il vit dans un petit appartement et conduit une vieille voiture parce que c'est ce qu'il est. Pas parce qu'il le doit, parce qu'il le choisit. Parce que contrairement à tout le monde ici, il sait que la richesse ne définit pas la valeur.
La bouche de Valérie s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Lucas était devenu pâle. Manon fixait Léo avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Le choc, peut-être, ou la colère qui les révélait le secret. Tu mens, dit finalement Valérie. C'est ridicule. S'il avait autant d'argent, pourquoi vivrait-il comme une personne normale? Termina Léo. Parce qu'il est une personne normale. L'argent n'a pas changé ça. Il découpe toujours des coupons parce que c'est une habitude. Il porte toujours de vieux vêtements parce qu'ils sont confortables. Il prend toujours le métro parce que c'est efficace. Il n'a rien à prouver à personne. J'en tirais maintenant sur le bras de Léo, avec plus d'insistance. Léo, s'il te plaît, partons. Mais Léo se dégagea. Non, papa. J'en ai assez de les regarder te traiter comme ça. J'en ai assez de prétendre que ça n'a pas d'importance. Il regarda Manon, qui était maintenant debout, le visage blanc. Et j'en ai particulièrement assez que ma propre femme ait honte de toi. Je n'ai pas honte, commença Manon, mais sa voix se brisa. Léo, tu lui avais promis de ne le dire à personne. Et tu m'as promis de m'aimer et de m'honorer, rétorqua Léo. Cela inclut ma famille. Mon père est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Il m'a appris l'intégrité, l'humilité, ce qui compte vraiment dans la vie. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas voir ça, si tout ce que toi et ta famille pouvaient voir, ce sont des signes d'euro ou leur absence, alors peut-être que nous devons avoir une conversation très différente sur notre avenir. Il se tourna vers son père. Viens, papa. On s'en va. Cette fois, Jean ne discuta pas. Ils se dirigèrent ensemble vers la porte, laissant derrière eux une pièce stupéfaite et silencieuse. Léo attrapa leur manteau dans le placard du hall. Alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée, Manon accourut derrière eux. Léo, attends. S'il te plaît, pouvons-nous juste en parler? Léo se tourna pour la regarder. À ce moment-là, debout dans le grand hall de ses parents, elle ressemblait à une étrangère. De quoi y a-t-il à parler, Manon? Tu as fait ton choix. Tu es restée assise là sans rien dire pendant qu'il l'humiliait. Pire, tu étais d'accord avec eux. Tu penses qu'il est un fardeau. Tu le penses depuis un moment, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu suggères qu'on le voie moins. C'est pour ça que tu ne peux soudainement plus venir à nos dîners du dimanche avec lui. Ce n'est pas juste, dit Manon, des larmes se formant dans ses yeux. J'essayais d'être pratique. Ton père ne semble pas se soucier de l'argent. Et je pensais. Tu pensais quoi? Que nous devrions le mettre à l'écart parce qu'il ne correspond pas aux standards de ta famille. Parce qu'il pourrait te faire honte lors des réceptions au club de golf? Non, je voulais juste. Manon regarda en arrière vers la salle à manger, où Léo pouvait voir des visages pressés contre l'embrasure de la porte, tout le monde écoutant. Elle baissa la voix. Je voulais juste m'intégrer. Ma famille a des attentes, et tu n'allais jamais gagner un salaire de cadre supérieur et je pensais. Voilà, dit Léo doucement. Tu pensais que je n'étais pas assez bien, et par extension, mon père non plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Manon? Parce que de mon point de vue, tu viens de me dire que mon salaire n'est pas suffisant, que le style de vie de mon père te met dans l'embarras, et que l'approbation de ta famille compte plus que mes sentiments. Manon tendit la main vers lui, mais Léo recula. Nous parlerons plus tard. Quand tu auras décidé de ce qui est vraiment important pour toi. Ils la laissèrent là, debout, des larmes coulant sur son visage, alors qu'ils sortaient dans la froide nuit de novembre. Dans la petite voiture de Léo, père et fils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, Jean parla. Tu as rompu ta promesse, dit-il. Mais son ton n'était pas coléreux. Juste triste. Je sais, dit Léo, agrippant le volant. Je suis désolé, papa. Je n'en pouvais plus. De les voir te traiter de cette façon. De voir Manon ne rien dire. C'est ta femme, mon fils. Cela va causer des problèmes. Nous avions déjà des problèmes, dit Léo doucement. Je ne voulais juste pas les voir. Jean resta silencieux un moment. Puis il se pencha et serra l'épaule de Léo. Ce que tu as dit là-dedans, que je suis le meilleur homme que tu aies jamais connu. Tu le pensais? Chaque mot, dit Léo, la voix étranglée par l'émotion. Alors tu comprends pourquoi je vis comme je le fais.
Pourquoi l'argent n'a pas d'importance? Je comprends. Je l'ai toujours compris. Bien. Jean se cala dans son siège. Alors, quoi qu'il arrive ensuite, tu le géreras de la bonne manière. Avec intégrité. Ça vaut plus que tout l'argent du monde. Léo hocha la tête. Mais en quittant l'allée, il ne pouvait se défaire du sentiment que tout était sur le point de changer. Il avait exposé le secret qui avait protégé la vie paisible et privée de son père pendant près de 3 décennies. Et quelque part au fond de lui, sous la colère et la douleur, Léo réalisa autre chose. Il n'avait aucune idée si la révélation améliorerait ou empirerait les choses. Mais il était sur le point de découvrir à quel point la promesse de l'argent pouvait changer les gens, même ceux qu'il pensait connaître. Le trajet jusqu'à l'appartement que Léo partageait avec Manon dura 40 minutes. Jean insista, « Léo, dépose-moi d'abord chez moi. » Alors que l'homme plus âgé sortait de la voiture, il s'arrêta. « Léo, » dit-il en se penchant à travers la portière. « Quoi qu'il arrive ensuite, souviens-toi de ceci. Les gens qui t'aiment pour qui tu es seront toujours là. Ceux qui ne valorisent que ce que tu as n'ont jamais vraiment été là au départ. Ta mère m'a appris ça. Elle m'aimait quand j'étais un concierge fauché avec rien que des rêves. C'est ce genre d'amour qui vaut la peine d'être vécu. » Léo regarda son père entrer dans son modeste immeuble, disparaissant derrière la porte de sécurité. Puis il rentra chez lui pour affronter la suite. L'appartement était sombre quand il arriva. Manon ne serait pas à la maison avant des heures, elle devrait rester chez ses parents pour gérer la crise, expliquer ou défendre ou s'excuser. Léo ne savait pas quoi, et à ce moment-là, il s'en fichait. Il s'assit dans le salon obscur, revivant la soirée dans son esprit. Chaque mot, chaque expression, chaque moment de silence de Manon alors qu'elle aurait dû parler. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait, aucun d'entre eux. Parce que la révélation de Léo n'avait pas seulement exposé la richesse de son père. Elle avait exposé exactement qui ils étaient tous vraiment. Et cette vérité valait bien plus que 700 millions d'euros. Léo ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Pas d'appel, pas de texto de Manon. Rien jusqu'à 3h47 du matin, quand son téléphone vibra enfin. « Manon, je reste chez mes parents ce soir. Il faut qu'on parle demain. » C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste un message froid et procédural qui tordit l'estomac de Léo. Il s'assoupit finalement vers l'aube et se réveilla à 8h15 avec son téléphone qui sonnait. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. Léo Dubois. Une voix de femme, professionnelle et nette. Ici Sophie Lefebvre, des Échos. J'espère pouvoir vous parler de votre père, Jean Dubois. Nous avons reçu des informations intéressantes sur un investissement précoce significatif dans. Léo raccrocha immédiatement. Ses mains tremblaient. Comment la presse pouvait-elle déjà être au courant? Puis il se souvint, 30 personnes à ce dîner. 30 personnes qui venaient d'apprendre que le pauvre vieux concierge valait près d'1 milliard d'euros. Bien sûr que quelqu'un avait parlé. Son téléphone sonna de nouveau. Numéro différent. Il ne répondit pas. Puis un autre appel, et un autre. À 9h, il avait reçu 17 appels de divers médias et 3 messages vocaux de personnes prétendant être des conseillers en investissement qui pourraient aider à gérer la fortune familiale. La fortune familiale. Comme si elle appartenait à Léo, comme si l'argent de son père était d'une manière ou d'une autre son affaire à gérer. Il appela Jean immédiatement. Le téléphone sonna 4 fois avant que son père ne décroche, l'air ensommeillé. « Papa, ça va? Tu as reçu des appels? HM. Oh, oui. Ça a commencé il y a 1 heure. J'ai débranché le fixe et éteint mon portable. » Léo faillit rire. La vie de son père venait d'être bouleversée, son intimité brisée, et il demandait si Léo allait bien. « Je suis tellement désolé, papa. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû. » « Ce qui est fait, dit Jean calmement. On va trouver une solution. Je vais appeler Henri, tu te souviens de mon avocat, et voir ce qu'on peut faire contre l'attention des médias. En attendant, ne réponds à aucun appel de numéro que tu ne connais pas. Leçon déjà apprise, dit Léo. Papa, je suis vraiment désolé. Je sais que tu le es. Passe déjeuner plus tard si tu peux.
On parlera correctement. Après avoir raccroché, Léo resta assis en silence pendant quelques minutes. Puis son téléphone vibra avec un texto. Cette fois, c'était de Lucas. Lucas, hey, mec. Je crois qu'on a tous mal commencé hier soir. Pourquoi tu ne passerais pas à la maison avec ton père aujourd'hui? On adorerait s'excuser comme il se doit. La famille doit rester soudée, non? Léo fixa le message, incrédule. Moins de 12 heures plus tôt, Lucas se moquait des finances de Jean et suggérait à Léo d'abandonner son père pour se concentrer sur son propre avenir. Maintenant, c'était « la famille doit rester soudée ». Il ne répondit pas. 3 autres textos arrivèrent rapidement. Un de Valérie, plein d'excuses obséquieuses et une invitation à un brunch. Un de la cousine de Manon, Jennifer, que Léo avait rencontré exactement 2 fois, voulant soudainement reprendre contact. Et un de Manon elle-même. Manon, peux-tu venir chez mes parents à midi? S'il te plaît, il faut vraiment qu'on parle, tous ensemble. Léo sentit sa mâchoire se contracter. Tous ensemble. Une réunion de famille. Il pouvait déjà imaginer ce que ce serait, les Leroy essayant de tout arranger, prétendant que leur comportement n'avait pas révélé exactement qui ils étaient, se positionnant pour bénéficier de la richesse de Jean. Il répondit par texto, « Je serai à l'appartement de papa à midi. Si tu veux parler, viens là-bas. » La réponse fut presque immédiate. « Léo, s'il te plaît. Mes parents veulent s'excuser. Ne peut-on pas juste? L'appartement de papa. Midi. C'est mon offre. » Il posa son téléphone face contre la table et alla prendre une douche. Quand il en sortit 20 minutes plus tard, il avait 7 nouveaux messages textes et 4 appels manqués. Il les ignora tous. À 11h30, Léo se rendit à l'appartement de son père dans un quartier modeste de Paris. Le modeste bâtiment avait l'air comme toujours, une simple structure de 6 étages construite dans les années 70 avec un petit hall et une moquette légèrement usée dans les couloirs. Léo avait grandi ici, dans l'appartement 4B. Son père vivait toujours dans le même 3 pièces avec les mêmes meubles, la même cuisine modeste, le même tout. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il y avait un camion de reportage garé de l'autre côté de la rue. Léo jura à voix basse et se gara dans le parking souterrain. Il prit l'ascenseur de service jusqu'au 4e étage et frappa à la porte de son père en utilisant leur ancien signal, 2 coups rapides, pause, 3 autres. Jean ouvrit la porte immédiatement, l'air fatigué mais calme. « Ils m'ont trouvé plus vite que prévu, dit-il, désignant la fenêtre. TF1 est arrivé il y a 1 heure. Henri dit qu'ils perdront tout intérêt dans quelques jours si on ne leur donne rien. Je suis désolé, papa, répéta Léo. Arrête de t'excuser, dit fermement Jean. Assieds-toi. J'ai fait des sandwichs. Ils mangèrent en silence confortable pendant quelques minutes. L'appartement de Jean était une capsule temporelle. De vieilles photos de famille sur les murs. Les dessins d'enfance de Léo, toujours encadrés et exposés. Le fauteuil préféré de sa mère, toujours positionné près de la fenêtre. Tout était usé mais propre. Simple mais aimé. Alors, dit finalement Jean, raconte-moi ce qui s'est passé après que tu sois parti hier soir. Léo le mit au courant des appels, des textos, du changement soudain d'attitude de Lucas. Jean écouta sans l'interrompre, son expression pensive. Ils veulent un accès, dit Jean quand Léo eut fini. Pas à moi, mais à ce qu'ils pensent que je représente. L'argent, les opportunités, le statut. Je sais. C'est dégoûtant. C'est la nature humaine, corrigea doucement Jean. Pas la nature humaine admirable, mais prévisible. La question est, que vas-tu faire pour Manon? Léo posa son sandwich. Je ne sais pas, papa. Une partie de moi veut croire qu'elle va changer, qu'elle verra à quel point sa famille a eu tort. Mais elle te montre qui elle est depuis un moment maintenant, n'est-ce pas? Léo hocha lentement la tête. Ouais, je ne voulais juste pas le voir. Les commentaires sur ton appartement est déprimant. La façon dont elle trouvait des excuses pour ne pas venir au dîner du dimanche. Le mois dernier, elle a suggéré que nous passions les fêtes uniquement avec sa famille. Elle a dit que ce serait les plus simples. Je me suis dit qu'elle essayait juste d'équilibrer les choses, mais elle avait honte, termina Jean doucement. De moi, de tes origines, du fait que ton père n'était pas riche et bien connecté.
L'ironie me tue, dit Léo avec un rire amer. Elle voulait que je vienne d'une famille riche, et il s'avère que c'est le cas, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. À 12h15, on frappa à la porte. Léo regarda par le Judas et vit Manon, seule dans le couloir. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré, portant toujours les mêmes vêtements que la veille. Léo ouvrit la porte. Manon entra, vit Jean assis à la table de la cuisine et éclata immédiatement en sanglots. « Jean, je suis tellement désolée, dit-elle, la voix brisée. Je suis tellement désolée. J'aurais dû vous défendre. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai été une lâche. Assieds-toi, Manon, dit Jean doucement, lui désignant une chaise. Elle s'assit, essuyant ses yeux. Léo resta debout, appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Où sont tes parents? Demanda Léo. Je pensais que ce serait une réunion de famille. Manon baissa les yeux sur ses mains. Ils voulaient venir. Je leur ai dit non. Cette conversation doit se faire juste entre nous. Quelle conversation? Demanda Léo. Celle où tu t'excuses et t'attends à ce que tout redevienne normal? Où on fait semblant que la nuit dernière n'a pas eu lieu? Non, dit Manon doucement. Celle où j'admets que j'ai été une femme terrible et une personne encore pire. L'appartement devint silencieux. Même Jean semblait surpris. Manon prit une profonde inspiration. J'ai réfléchi toute la nuit à tout ce que tu as dit. Tout ce que ma famille a fait. Tout ce que je n'ai pas fait. Et tu avais raison, Léo. Sur toute la ligne. J'avais honte de l'appartement de ton père, de ses vêtements, de sa voiture. J'étais gêné de le présenter à mes amis. Je trouvais des excuses pour ne pas le voir parce que je ne voulais pas que les gens posent des questions sur ça. Situation. Elle leva les yeux vers Jean, des larmes coulant sur son visage. Et ça fait de moi une personne horrible, parce que vous n'avez jamais été autre chose que gentil avec moi. Vous m'avez accueilli dans votre famille. Vous m'avez traité comme une fille, et je vous ai remercié en ayant honte de vous. Je ne mérite pas votre pardon, mais je le demande quand même. J'entendis la main sur la table et pris la sienne. Manon, je te pardonne. Bien sûr que je te pardonne. Juste comme ça? Elle semblait abasourdie. Juste comme ça, confirma Jean. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est si nous en tirons des leçons. Léo sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. La capacité de son père à la grâce ne cessait de l'étonner. Mais le pardon n'était pas la même chose que la confiance, et la confiance devait se mériter. Et ta famille? Demanda Léo à Manon. Parce que papa te pardonne peut-être, mais j'ai vu ta mère se moquer de lui pendant 1 heure. J'ai vu ton frère le traiter de fardeau financier, et je les ai vus essayer de me convaincre d'abandonner mon propre père pour que nous puissions nous enrichir. Vas-tu leur tenir tête maintenant? Le visage de Manon se décomposa. Ce sont mes parents, Léo. Et il est le mien, rétorqua Léo. Alors, de quel côté es-tu? Pourquoi faut-il qu'il y ait des camps? La voix de Manon s'éleva. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? Mes parents réalisent qu'ils ont eu tort. Ils veulent s'excuser. Vraiment? Interrompit Léo. Ou veulent-ils un accès à l'argent de papa? Parce que le texto de Lucas ce matin était très intéressant. Soudain, nous sommes la famille. Soudain, ils veulent rester soudés. Où était cette énergie la nuit dernière? Les gens font des erreurs quand ils sont surpris. Ne leur trouve pas d'excuses, Manon. C'est ce que tu as fait pendant tout notre mariage. Trouver des excuses, justifier leur comportement, me demander d'être compréhensif pendant qu'ils nous traitent, moi et mon père, comme si nous étions inférieurs. Ce n'est pas juste. Ah non? La voix de Léo était maintenant froide. 3 ans, Manon. 3 ans de commentaires sur mon salaire, ma voiture, mon quartier. 3 ans où ta mère a suggéré que tu pouvais trouver mieux. J'ai laissé passer parce que je t'aimais. Parce que je pensais que tu étais de mon côté. Mais tu ne l'étais pas. Tu étais de leur côté. Et la seule raison pour laquelle tu es ici maintenant, la seule raison pour laquelle tu t'excuses, c'est parce que tu as découvert qu'il y avait de l'argent en jeu. Ce n'est pas vrai, protesta Manon. Mais sa voix manquait de conviction. Alors prouve-le, dit Léo.
Dis à ta famille que l'argent de papa est son affaire, pas la leur. Dis-leur que rien ne change, que nous n'allons pas prendre de vacances de luxe ou acheter de nouvelles voitures ou investir dans le prochain projet de Lucas. Dis-leur que l'intimité et la dignité de papa comptent plus que leur désir soudain d'être proche de nous. Manon ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Léo, ce sont toujours ma famille. Je ne peux pas simplement les rayer de ma vie. Je ne te demande pas de les rayer de ta vie. Je te demande d'établir des limites, de mettre notre mariage en premier. De défendre mon père quand ils commenceront inévitablement à le traiter comme un distributeur de billets au lieu d'un être humain. Ils ne feraient pas ça. Ils le font déjà. Léo sortit son téléphone et lui montra les textos. Regarde, Lucas veut reprendre contact. Ta mère veut bruncher. Ta cousine Jennifer, qui ne m'a jamais dit plus qu'un bonjour, veut soudainement en prendre des nouvelles. C'est à ça que les prochains mois vont ressembler, Manon. Peut-être des années. Des gens qui sortent de nulle part, étant gentils pour toutes les mauvaises raisons. Voyant des signes d'euros au lieu de personnes. Et j'ai besoin de savoir que tu seras à mes côtés et à ceux de papa, pas que tu faciliteras la chose. Manon fixa le téléphone, le visage pâle. Seulement si nous le laissons faire, dit Jean doucement. Léo et Manon se tournèrent tous les deux pour le regarder. L'argent ne m'a pas changé en 27 ans. Il n'a pas à nous changer non plus. Mais cela demande quelque chose que la plupart des gens trouvent très difficile. Dire non. Refuser des opportunités qui semblent bonnes sur le papier mais qui compromettent vos valeurs. Décevoir les gens qui attendent des choses de vous. Voir des relations se terminer parce qu'elles étaient construites sur de fausses fondations. Il regarda Manon directement. Je ne veux pas l'argent de votre famille. Je n'ai pas besoin de leur relation. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Ce que je veux, c'est continuer à vivre ma vie comme je l'ai toujours fait, simplement, tranquillement, selon mes propres termes. Léo comprend ça. La question est, peux-tu le comprendre? Peux-tu accepter une vie qui pourrait ne pas inclure les vacances de luxe, les sacs à main de créateurs et les adhésions au club de golf avec lesquels tu as grandi? Manon regarda entre Jean et Léo, son expression perdue. Je ne sais pas. Je veux dire oui, mais honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu autrement. Alors peut-être que tu dois y réfléchir, dit Léo, sa voix plus douce maintenant, mais toujours ferme. Parce que je ne vais pas regarder mon père se faire utiliser par ta famille. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'ils prétendent soudainement se soucier de lui parce qu'il est riche. Et je ne vais pas les laisser le presser d'investir dans les projets de Lucas ou de faire des dons au gala de charité de ta mère ou de toutes les 100 autres manières dont ils essaieront d'accéder à son argent. Qu'est-ce que tu dis? La voix de Manon était faible. Je dis que nous avons peut-être besoin de t'en séparer. Pour que tu découvres ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment, indépendamment des attentes de ta famille. Tu veux une séparation? Manon se leva brusquement. Léo, non. S'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous pouvons surmonter ça. Vraiment? Demanda Léo. Parce que je ne pense pas que tu aies vraiment saisi ce qui s'est passé la nuit dernière. Il ne s'agit pas seulement de ton silence. Il s'agit de 3 ans à te regarder devenir lentement plus comme eux, plus concentré sur le statut et l'argent et ce que les gens pensent, plus gêné de mes origines. Tu adorais les dîners du dimanche avec papa. Tu disais que tu admirais son humilité. Quand est-ce que ça a changé? Manon pleurait de nouveau, mais Léo ne pouvait pas dire si c'était un remords sincère ou la peur de perdre la vie qu'elle s'était construite, ou la vie qu'elle venait de découvrir pourrait être possible avec l'accès à la richesse de Jean. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, dit finalement Léo. Et tu as besoin d'espace pour découvrir qui tu veux être. Indépendamment de l'influence de ta famille, indépendamment du fait de connaître l'argent de papa. Combien de temps? Murmura Manon. Je ne sais pas. Quelques semaines au moins. Où resteras-tu? Je resterai ici, intervint Jean. J'ai une chambre d'amis. Léo peut reprendre son ancienne chambre pour un moment. Manon avait l'air dévastée, mais elle hocha lentement la tête. D'accord, si c'est ce dont tu as besoin. Elle se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, Léo, je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas bien montré ces derniers temps, mais c'est vrai. Je te crois, dit Léo.
Mais l'amour ne suffit pas si nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Après le départ de Manon, Léo s'effondra dans une chaise, soudainement épuisé. Jean se leva et posa une main sur son épaule. C'était difficile, dit Jean. Oui, mais nécessaire. Tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Demanda Jean. Les Leroy ne vont pas bien le prendre. Ils vont insister. Ils vont essayer de manipuler Manon. L'utiliser pour nous atteindre. Ils pourraient même essayer de la contourner complètement. Léo hocha la tête. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Jean resta silencieux un moment. Nous tenons bon. Nous protégeons notre tranquillité. Et nous voyons qui sont vraiment les gens quand ils pensent qu'il y a quelque chose à y gagner. Ce n'est pas agréable, mon fils, mais c'est nécessaire. Mieux vaut le savoir maintenant que dans 5 ans. Le reste de la journée fut relativement calme. Léo déménagea quelques vêtements dans son ancienne chambre, que son père avait gardé exactement comme Léo l'avait laissé quand il avait déménagé à 22 ans. Ses vieux posters étaient toujours sur les murs, ses livres toujours sur les étagères. C'était comme remonter le temps, sauf que tout était différent maintenant. Ce soir-là, alors qu'il mangeait un simple dîner de quiche et salade, le téléphone de Léo commença à vibrer avec une nouvelle vague de messages. Mais ceux-ci ne venaient pas des Leroy. Ils venaient de personnes dont Léo n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Son ancien colocataire d'université voulant soudainement reprendre contact. Un cousin éloigné demandant si les rumeurs étaient vraies. Un ancien collègue suggérant qu'ils aillent boire un verre. Ça commence, dit Léo, montrant les messages à son père. Jean hocha la tête d'un air sombre. Ça va empirer avant de s'améliorer. Les gens vont sortir de nulle part. Certains avec de bonnes intentions, la plupart avec de mauvaises. Tu devras apprendre à faire la différence. Comment fait-on la différence? Le temps, dit Jean, et les limites. Les gens qui tiennent vraiment à toi respecteront tes limites. Les autres insisteront, manipuleront, te feront culpabiliser. Ils te feront sentir que tu leur dois quelque chose parce que tu as accès à la richesse. Ne tombe pas dans le panneau. Léo était sur le point de répondre quand son téléphone sonna. Manon. Il hésita, puis répondit. Léo? La voix de Manon était tendue, crispée. Mes parents veulent vous parler, à toi et à ton père, demain matin. Ils insistent. Non. Léo, s'il te plaît. Ils sont vraiment contrariés. Ma mère pleure depuis ce matin. Ils se sentent terriblement mal de la façon dont ils ont traité Jean. Alors ils peuvent lui écrire une lettre, dit Léo. Ils n'auront pas de réunion en face à face où ils pourront le presser ou essayer de justifier leur comportement ou, soyons honnêtes, se positionner pour de futures faveurs. Ce n'est pas le but. Si. Manon, sois honnête avec toi-même. Pourquoi tes parents se soucient-ils soudainement autant de réparer les choses? Pourquoi cette urgence? Silence à l'autre bout. Puis, très doucement, Lucas veut présenter une opportunité d'investissement à ton père. Il pense que ce serait un bon moyen de reconstruire les ponts, d'investir dans l'entreprise familiale, de devenir partenaire. Voilà. Moins de 24 heures après avoir appris la richesse de Jean, et il planifiait déjà comment y accéder. Dis à Lucas que la réponse est non, dit Léo. Dis-leur à tous que la réponse est non à tout. Pas d'investissement, pas de partenariat, pas de prêt, pas de don. L'argent de papa est à lui et il va continuer à vivre exactement comme il l'a toujours fait. Ils ne vont pas aimer ça. Je me fiche qu'ils aiment ça ou non, Manon. Et le fait que tu t'inquiètes de leur réaction au lieu de voir à quel point c'est insensé, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Jean avait écouté en silence. Maintenant, il parla. Ils vont rendre les choses très difficiles pour vous deux. Qu'ils le fassent, dit Léo. J'en ai fini de prétendre que leur comportement est acceptable juste pour garder la paix. Bien, dit Jean. Parce que ce qui va suivre va tester toutes les relations que tu as. Tu es sur le point d'apprendre qui sont tes vrais amis, qui est ta vraie famille. Ça va faire mal, mais ça va aussi te libérer. Léo hocha la tête. Mais au fond de lui, il sentait autre chose monter. Pas seulement de la colère face à l'opportunisme transparent des Leroy. Pas seulement de la douleur face à l'incapacité de Manon à tenir tête à sa famille, mais quelque chose de plus dur, de plus résolu.
Il allait protéger la paix et la dignité de son père, peu importe ce que cela lui coûterait. Même si cela signifiait perdre son mariage. Même si cela signifiait couper les ponts avec toute la famille de Manon. Même si cela signifiait affronter tous les opportunistes qui sortiraient de l'ombre en quête d'une part de la fortune. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Il pensait qu'il s'agissait d'argent, d'accès, d'opportunités. Mais Léo était sur le point de leur montrer qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus important, le respect, les limites, et la différence entre une famille qui vous aime et une famille qui vous utilise. La guerre ne faisait que commencer, et Léo était prêt à la mener.